Personne ne parle quand Raphaël Santino entre dans une pièce. Personne ne respire. Personne ne bouge. Le boss de la mafia le plus impitoyable de Chicago. Un homme aux yeux gris orage qui ont regardé plus d'hommes mourir que la plupart des cimetières n'en contiennent, se tenait au milieu de l'Enote Eterna, avec une serveuse de 27 ans le regardant fixement en retour alors que du Macallan goûtait de ses doigts. Il venait de briser le verre au pied d'une serveuse qui travaillait là depuis exactement 2 semaines. Chaque personne dans ce restaurant savait ce qui venait ensuite. La fille pleurerait. La fille supplierait. La fille courrait et ne regarderait jamais en arrière si elle était assez intelligente pour valoriser sa vie. Mais Sarafina tint bon. Elle ne s'y a pas alors que l'homme le plus dangereux du monde essayait de briser son esprit d'un seul geste. Au lieu de cela, elle rencontra son regard gris orage avec un feu froid qui lui était propre, prononçant une vérité si perçante que pour la première fois en 20 ans, Raphaël Santino ressentit un tremblement de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Raphaël Santino avait brisé des gens pour bien moins. Il avait détruit des familles entières pour un seul mot de travers. Mais cette femme, cette personne sans importance aux mains cicatrisées et n'ayant plus rien à perdre, elle ne l'a pas seulement défié. Elle a ouvert quelque chose en lui que 20 ans d'effusion de sang avaient gelé solidement. Ce qui commença comme un dîner ruiné devint le démantèlement d'un empire et le salut de 2 âmes qui avaient oublié qu'elles avaient encore des cœurs à sauver. Ceci est cette histoire. Si cela vous a accroché, smash ce bouton like et partagez-le avec quelqu'un qui ne peut pas résister à une histoire d'amour dangereuse. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer un seul moment. Parce que quand Raphaël décida qu'elle lui appartenait, il n'imagina jamais qu'elle avait déjà prévu de réduire son monde entier en cendres. Mais pour comprendre pourquoi Sarafina se tenait là, pourquoi elle ne tremblait pas, pourquoi elle regardait droit dans les yeux de l'homme que toute la ville craignait, nous devons retourner 2 semaines plus tôt à l'appartement studio délabré du côté sud de Chicago, où Sarafina, Morgan se réveillait à 4 heures tous les matins. La pièce était à peine assez grande pour un lit simple et étroit, une vieille cuisinière à gants, et un évier taché de rouille, les murs humides de moisissures, la fenêtre incapable de se fermer correctement, de sorte que le vent d'hiver se glissait à travers les fissures comme s'il voulait arracher la chair de l'os. Sarah travaillait 3 emplois chaque jour. Le matin, elle faisait la vaisselle dans un restaurant de coin. L'après-midi, elle nettoyait des bureaux dans un bâtiment commercial. La nuit, elle servait à des tables dans un bar bon marché où des hommes ivres essayaient souvent de la toucher, et elle avait appris à esquiver leurs mains sans perdre ses pourboires. Elle dormait 4 heures par nuit, vivait de nouilles instantanées ou de pain rassis que la boulangerie voisine jetait en fin de journée. Ses mains étaient colleuses, marquées par une légère cicatrice d'une vieille brûlure allant de son poignet à son coude. La trace de la nuit où elle perdit tout. 19 ans plus tôt, Sarah avait été une enfant de 8 ans traînée hors d'une maison en feu par un voisin. Ses parents n'en sont jamais sortis. La police dit que c'était un accident électrique. Mais Sarah savait mieux. Elle avait vu 2 voitures noires garées au bout de la rue avant que l'incendie n'éclate. Elle avait entendu son père supplier quelqu'un pour plus de temps. Elle se souvenait de l'odeur de l'essence. Ce qui suivit furent 8 ans dans le système de famille d'accueil, 3 familles d'accueil, 2 qui la battaient, une qui était pire. Sarah était seule depuis ses 16 ans. Elle apprit à ne faire confiance à personne. Elle apprit à lire les gens à travers leurs yeux, à travers la façon dont ils se tenaient, à travers ce qu'ils ne disaient pas. C'était une compétence de survie. Et elle apprit à ne pas pleurer parce que les larmes n'ont jamais sauvé personne. Pourtant, peu importe à quel point elle devenait forte, Sarah avait toujours une faiblesse, Tommy. Son jeune frère, 23 ans, autrefois l'enfant le plus brillant du quartier, avant que le système d'accueil ne le brise. Tommy fut séparé de Sarah quand il avait 10 ans, envoyé à une autre famille de l'autre côté de la ville. Quand ils se retrouvèrent 10 ans plus tard, Tommy n'était plus Tommy. Drogue, jeux,
dettes empilées sur des dettes. Sarah essaya. Elle paya ses dettes 3 fois. 3 fois Tommy promit qu'il changerait. 3 fois il rompit cette promesse. Mais il était toujours le seul sang qu'elle avait laissé dans ce monde. Cette nuit-là, Sarah venait de rentrer chez elle après son service quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu, elle répondit, et son cœur se glaça. Les gémissements de douleur de Tommy passèrent par la ligne. Puis une voix d'homme, froide comme de l'acier coupé, intervint. « Petite sœur, ton frère nous doit 200 000 $. Tu as 2 semaines, pas d'argent, et nous t'enverrons ses doigts un par un. » Puis l'appel se termina. Sarah resta là dans l'obscurité de son appartement minable, le téléphone toujours pressé contre son oreille, même si la ligne était morte. 200 000 $. Elle ne pouvait pas en gagner un dixième en un an. Elle n'avait personne à supplier, personne à qui emprunter. Elle n'avait qu'elle-même. Sarah s'effondra sur le sol froid et se permit de pleurer pendant exactement 60 secondes. Puis elle se leva, s'essuya le visage et sortit une vieille boîte en fer blanc de sous le lit. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle avait gardé de la nuit de l'incendie, une photographie à moitié brûlée de ses parents, un bracelet bon marché qui avait appartenu à sa mère, et un rapport de police dont elle avait passé 5 ans à essayer d'obtenir une copie. Dessus se trouvait un nom qu'elle avait entouré en rouge de sa propre main. Santino, le voisin âgé, avant de mourir d'un cancer, lui avait dit la vérité. Son père devait de l'argent à quelqu'un. Et l'homme qui vint le récupérer cette nuit-là conduisait une voiture avec un emblème de loup sur le rétroviseur, le symbole de la famille Santino. Pendant 19 ans, Sarah avait vécu avec ce nom en tête. Pendant 19 ans, elle avait attendu une opportunité. Et maintenant, quand elle n'avait plus rien à perdre, quand son frère était sur le point de mourir, elle réalisa que cette opportunité était arrivée. Elle entrerait dans la fosse aux lions, elle découvrirait la vérité. Et si Santino était vraiment l'homme qui avait tué ses parents, elle réclamerait tout ou mourrait avec ce secret. Sarah regarda dans le miroir fêlé sur le mur. Ses yeux ambrés brillèrent d'un acier froid. Elle savait où elle devait commencer. La Note Eterna, le restaurant le plus luxueux de Chicago, où la rumeur disait que le boss du crime, Raphaël Santino, dînait occasionnellement. Elle y obtiendrait un emploi. Elle deviendrait un fantôme à l'intérieur de son propre empire, et elle attendrait. Cette même nuit, à plus de 20 mètres au nord du côté sud, à l'intérieur du penthouse, couronnant la plus haute tour de la Gold Coast, Raphaël Santino était assis seul dans l'obscurité. Les lumières de son bureau étaient éteintes, la seule lueur venant de la cheminée. Ses flammes vacillantes projetaient des ombres sur les peintures de la Renaissance tapissant les murs. Le mobilier était en chêne noir importé d'Italie. Une cave à vin valant des millions de dollars s'étendait le long d'un mur. Un coffre-fort caché derrière une peinture contenait des armes, de l'argent et des documents qui secoueraient toute la ville s'ils faisaient surface. Raphaël était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, les yeux gris orage fixés sur le feu. Il avait 37 ans, pourtant son regard appartenait à un homme qui avait vécu 100 ans. Son visage était aiguisé comme un rasoir, la mâchoire carrée fermement serrée, les cheveux noirs lissés en arrière. Son cadre solide toujours enveloppé dans un costume 3 pièces noires, bien qu'il soit bien après minuit. Sur son annulaire reposait une bague chevalière en or blanc gravée d'un loup, le symbole de la famille Santino, l'empire de l'ombre qui contrôlait Chicago et le Midwest depuis 50 ans. Un coup retentit à la porte. Raphaël ne se tourna pas. « Entrez, Frankie !» La porte s'ouvrit et Francesco Bianchi entra. Il avait 45 ans, les cheveux poivre et sel, un visage si ciselé de cicatrices appartenant à un homme qui avait survécu à 3 guerres de gang. Frankie était le bras droit de Raphaël. Autrefois l'ami le plus proche du père de Raphaël, le seul homme vivant qui pouvait parler honnêtement au boss sans craindre d'être abattu. « Boss, nous l'avons confirmé, » dit Frankie, s'arrêtant à quelques pas, sa voix basse et lourde.
Sal Greco, il vend des informations à O'Brien depuis au moins 3 mois maintenant. Raphaël ne réagit pas. Il continua à fixer le feu, faisant tournoyer le whisky dans sa main. Le silence s'étira assez longtemps pour faire transpirer n'importe qui d'autre, mais Frankie attendit simplement. Il savait que le silence de Raphaël était plus terrifiant que n'importe quelle menace. Finalement, Raphaël parla, sa voix plate comme un lac gelé. Qu'a-t-il vendu? Vos plannings de mouvement, les détails d'expédition, et il essaye de se rapprocher des livres financiers. Raphaël prit une gorgée de whisky, la brûlure glissant dans sa gorge comme du feu. Sal Greco. Il avait fait confiance à S pendant 15 ans. Le MI en charge de tout le front légitime de l'Empire, les restaurants, les hôtels, les sociétés immobilières. Et maintenant S le trahissait à l'évêque O'Brien, l'ennemi juré de la famille Santino, le chien irlandais qui avait tué son père il y a 20 ans. Ne touchez pas à S encore, dit Raphaël, posant le verre, son ton glacial. Surveillez-le. Je veux savoir qui il rencontre, ce qu'il dit et ce que O'Brien planifie. Quand j'en saurai assez, je m'en occuperai à ma manière. Frankie hocha la tête. Autre chose, boss. Raphaël resta silencieux un moment, puis dit, j'ai besoin de quelqu'un de nouveau pour le Note Eterna. Quelqu'un que S n'attendra pas, quelqu'un sans lien avec qui que ce soit dans la vie, quelqu'un de propre. Frankie leva un sourcil, mais ne posa pas de questions. Il savait quand le silence était requis. Après le départ de Frankie, la pièce retomba dans l'obscurité et l'immobilité. Raphaël se leva et marcha vers les fenêtres du sol au plafond. Regardant Chicago la nuit, la ville scintillait sous lui comme un immense échiquier, chaque pièce sous son contrôle. Mais cette nuit, il ne pensait pas à Sal ou O'Brien. Il pensait à 20 ans plus tôt. Il avait 17 ans, debout dans un entrepôt au dock, regardant son père s'agenouiller sur le béton froid. Le sang coulait de la blessure à la poitrine de son père. 3 coupes de feu. L'évêque O'Brien se tenait là, les armes encore fumantes, souriant comme s'il venait de raconter une bonne blague. Raphaël avait été retenu par 2 hommes, impuissant à faire autre chose que regarder. Son père le regarda une dernière fois, les yeux sans peur, seulement un ordre. Sois fort, mon fils. Ne fais confiance à personne. N'aime personne. L'amour est faiblesse. Puis son père mourut, et une partie de Raphaël mourut avec lui. Se racle la gorge. Ce qui resta devint la chose que tout le monde souterrain craignait. Le téléphone sonna, tirant Raphaël du souvenir. Il regarda l'écran. Jenna. Quelque chose dans son cœur gelé s'adoucit un peu. Quand il répondit, « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il, sa voix complètement changée, douce et inquiète, comme s'il parlait à un enfant. Gianna, sa sœur, 22 ans, avait vécu avec une malformation cardiaque congénitale depuis la naissance. Elle était la seule lumière dans la vie sombre de Raphaël, la seule raison pour laquelle il s'accrochait encore à quelque chose appelé l'humanité. « Raphaël, ma poitrine me fait mal. » La faible voix de Gianna passa par le téléphone. « Le docteur dit que j'ai besoin d'une opération bientôt. La clinique Mayo a les meilleurs spécialistes, mais c'est si cher. »« Combien? 500 000. » Raphaël n'hésita pas. « Je m'en occuperai. Ne t'inquiète de rien. Tant que tu es en bonne santé, je ferai tout ce qu'il faut. » L'appel se termina. Raphaël resta là dans l'obscurité, regardant la ville, son visage redevenant de glace. Son père avait dit « N'aime personne », mais il ne pouvait pas ne pas aimer Gianna. Elle était sa seule faiblesse. Et si quelqu'un la touchait, il réduirait ce monde entier en cendres. 3 jours après l'appel menaçant, Serafina se tenait devant les portes vitrées de Le Note Eterna à 9 heures du matin. Le restaurant n'était pas encore ouvert, mais elle avait fait des recherches attentivement et savait que les lundis matins étaient un des jours où ils interviewaient le nouveau personnel. Elle portait la seule chemise blanche encore intacte dans son placard, repassée à plat avec une marmite bouillante, car elle ne possédait pas de fer à repasser.
Ses cheveux châtains étaient attachés proprement à la nuque. Pas de maquillage, car elle ne pouvait pas se permettre de rouge à lèvres ou de poudre. Tout ce qu'elle avait, c'était des yeux ambrés, vifs et perçants, les yeux de quelqu'un qui avait trop vu et n'avait plus peur de rien. L'Ata Eterna était plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. Des lustres en cristal de Murano pendaient d'un plafond de près de 50 pieds de haut. Des sols en marbre noir poli reflétaient la lumière comme un lac de nuit. Des tables et chaises en noyer importées d'Italie, chaque ensemble valant probablement une année entière de son loyer. Le parfum dans l'air était un mélange raffiné de lys et de bois de santal. C'était le monde de l'argent et du pouvoir, le monde qu'elle essayait d'infiltrer. Elena Cross, la gérante du restaurant, l'interviewa. Elena avait 35 ans, les cheveux noirs tirés en un chignon serré, vêtue d'un costume noir parfaitement taillé, des yeux perçants scrutant Sarafina de la tête aux pieds. « Quelle est votre expérience? » demanda Elena. « 6 ans de service à table, » répondit Sarah, sa voix calme et posée. « Café, restaurants familiaux, bar. Je sais comment gérer les clients difficiles. Je ne renverse jamais rien et je ne pleure jamais devant les clients, peu importe ce qu'ils disent. » Elena leva un sourcil, clairement impressionnée par la dernière phrase. « Pourquoi voulez-vous travailler ici? »« Parce que c'est le meilleur restaurant de la ville, » dit Sarah, rencontrant son regard s'enseyer. « Et j'ai besoin d'argent. » Elena hocha lentement la tête, semblant apprécier l'honnêteté. Puis elle se pencha en avant, baissant la voix. « Je serai direct avec vous. Ce travail ne consiste pas seulement à porter des assiettes. Parfois, il y a des invités spéciaux. Ils ne font pas de réservation. Ils apparaissent simplement. Et quand ils le font, vous devez être parfaite. Pas d'erreur, pas de questions. Comprenez-vous? » Sarah comprit. Elle parlait des vrais propriétaires de cet endroit. Le genre de personnes dont le cercle incluait probablement le nom Santino. « Je comprends, » dit Sarah, hochant la tête tout en cachant le battement accéléré de son cœur, derrière une apparence calme. Elena la scruta quelques secondes de plus, puis dit « Vous êtes embauchée, vous commencez demain. » Au cours des 2 semaines suivantes, Sarah devint un fantôme dans le restaurant. Elle travaillait dur, sans faute, n'attirant aucune attention, mais ses yeux ne cessaient de regarder. Elle mémorisa l'emploi du temps de chaque membre du personnel. Elle remarqua une salle VIP dans le coin le plus éloigné du restaurant où personne n'était autorisé à entrer sans ordre. Elle vit des voitures noires garées près de l'entrée arrière tous les vendredis et dimanches soirs. Des hommes en costume noir transportant des mallettes à l'intérieur et repartant les mains vides. Elle entendit le personnel chuchoter à propos du vrai propriétaire des lieux, un homme dont il parlait avec révérence comme s'il parlait du diable lui-même. Santino. Raphaël Santino. Sarah stocka tout dans son esprit, ne l'écrivant jamais parce que c'était trop dangereux. Elle rassembla d'autres fragments à son sujet à partir d'histoires éparses. Il ne faisait jamais de réservation. Il apparaissait simplement. Il ne disait jamais merci. Il avait un jour renvoyé un serveur pour avoir laissé tomber une seule goutte d'eau sur une nappe. Il était le cauchemar de chaque serveur de la ville, et il était la cible de Sarah. La 14e nuit, Sarah essuyait des tables dans la salle à manger principale quand Margaret, une serveuse vétéran de 45 ans, entra en courant par la porte arrière, son visage pâle comme si elle avait vu la mort elle-même. « Il est là », chuchota Margaret à Elena, sa voix tremblante. « J'ai vu la Bentley noire garée au bout de la rue. C'est Santino. » Elena se leva d'un bond, la couleur s'échappant de son visage. Elle se tourna vers le personnel figé dans la cuisine. « Tout le monde à vos postes. Pas d'erreur. Ne le regardez pas dans les yeux. Ne parlez que si on vous parle. » Sarah se tenait dans le coin de la cuisine, son cœur battant comme un tambour de guerre, tandis que son visage restait calme comme une eau immobile. Ce moment était donc enfin arrivé. 19 ans d'attente, 2 semaines de préparation. Et maintenant,
Elle était sur le point d'affronter l'homme qu'elle croyait avoir tué ses parents. Elle ne savait pas à quoi il ressemblait. Elle ne savait pas ce qu'il ferait. Elle savait seulement que quoi qu'il arrive, elle ne courait pas. Elle avait déjà tout perdu. Elle n'avait plus rien à perdre. La cuisine de l'Enote Eterna sombra dans un état de panique contrôlée. Les chefs se redressèrent à leur poste, se tenant plus grands au-dessus des flammes. Les plongeurs s'arrêtèrent à mi-mouvement, craignant de faire le moindre bruit. Les serveurs s'alignèrent le long du mur, les visages pâles, comme s'ils étaient sur le point d'assister à leur propre funérailles. Helena se tenait au centre de la cuisine, sa voix bexasse, mais aussi tranchante qu'une lame. Table 7, la salle VIP, Margaret vous servirait. Margaret, la femme qui travaillait ici depuis 15 ans et avait servi des sénateurs, des politiciens et des stars de Hollywood sans jamais trembler, secouait maintenant violemment la tête. « Je ne peux pas, » dit-elle, sa voix tremblante au bord des larmes. « La dernière fois, il m'a presque renvoyé parce qu'il y avait une seule goutte d'eau sur la nappe. J'ai dû supplier la direction pendant 3 semaines pour récupérer mon travail. J'ai des enfants à nourrir, Helena. Je ne peux pas prendre ce risque. » Helena balaya du regard le reste du personnel. Personne n'osa la regarder en retour. Chaque tête baissée, tout le monde se recroquevillant comme si le silence pouvait les rendre invisibles. « Jonathan, vous avez 12 ans d'expérience. » Jonathan, l'homme grand qui avait été autrefois chef au Ritz-Carlton, secoua la tête. « Je prends un jour de congé maladie tout de suite. Je ne me sens pas bien. » La lâcheté se répandit dans la cuisine comme une maladie. Sarah se tenait dans le coin, observant tout cela. Elle vit une vraie peur sur leur visage. Pas la peur de perdre un emploi, mais quelque chose de plus ancien et de plus primaire. La peur d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et ce prédateur était assis dans la salle VIP, attendant d'être servi. « Je vais le faire. » La voix de Sarah coupa le chaos. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Helena la regarda comme si elle venait d'annoncer qu'elle allait sauter du 50e étage. « Vous n'êtes là que depuis 2 semaines. Savez-vous seulement qui il est? » « Oui. » Sarah sortit du coin, se tenant droite, les épaules en arrière, le menton levé. « C'est Rafael Santino, le boss de la mafia qui contrôle la moitié de cette ville. Il ne dit jamais merci. Et il peut ruiner la vie de n'importe qui d'un simple signe de tête. Vous savez tout cela, et vous voulez toujours y aller? » demanda Helena, sa voix empreinte à la fois d'incrédulité et d'une réévaluation de la jeune femme devant elle. « Parce que je n'ai rien à perdre, » dit Sarah, et c'était la vérité. Elle n'avait pas de famille, sauf Tommy retenu quelque part qu'elle ne connaissait pas. Pas d'argent, pas d'avenir. Elle n'avait qu'un seul but, et ce but était assis à quelques dizaines de pas. Helena la scruta encore 3 secondes, puis hocha lentement la tête. « Très bien, chambre 7. Ne le regardez pas dans les yeux. Ne parlez que si on vous parle, et pour l'amour de Dieu, ne renversez rien. » Sarah prit le menu relié en cuir et sortit de la cuisine. Elle traversa la salle à manger principale où les invités de l'élite mangeaient, mais tout le monde était plus silencieux que d'habitude. Ils savaient qui était là. L'air était lourd, comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. La salle VIP était située dans le coin le plus profond du restaurant, séparée par une lourde porte en chêne. 2 hommes en costume noir montaient la garde à l'extérieur, les visages figés, les bras croisés, des gardes du corps sans équivoque. Ils regardèrent Sarah de haut en bas sans un mot, puis s'écartèrent pour la laisser passer. Sarah prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'elle attendait depuis 19 ans. Elle poussa la porte et entra. La pièce était baignée d'une lumière chaude et dorée provenant des bougies et des appliques du mural. Une large fenêtre en verre révélait tout Chicago la nuit. La ville s'étillait sous ses pieds comme un tapis de diamants. La table en noyer poli pouvait accueillir 10 personnes, mais un seul homme y était assis. Rafael Santino. La première fois que Sarah le vit, elle comprit pourquoi toute la ville avait peur. Il ne projetait pas seulement le pouvoir.
Il était le pouvoir. Assis à la tête de la table, dans un costume 3 pièces noires parfaitement taillé qui épousait sa silhouette solide. Il ressemblait à un roi sur son trône. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière, ses traits aiguisés comme sculptés dans le granit, la mâchoire carrée serrée, les lèvres minces pressées en une ligne permanente. Mais la chose la plus terrifiante était ses yeux. Des yeux gris orage, froids comme l'acier, profonds comme un abîme. Les yeux d'un homme qui avait vu la mort trop de fois pour ressentir quoi que ce soit. À côté de Raphaël étaient assis 2 autres hommes, l'un aux cheveux poivre et sel et au visage plein de cicatrices que Sarah devinait être Frankie, le bras droit dont elle avait entendu le personnel chuchoter. L'autre était un homme en surpoids dans un costume cher qui avait toujours l'air négligé d'une certaine manière. Un sourire sycophante sur ses lèvres alors qu'il se penchait vers Raphaël comme un chien essayant de plaire à son maître. Cela devait être Salco. Sarah s'arrêta à la distance précise, pas assez près pour envahir l'espace personnel, pas assez loin pour sembler effrayée. Elle se tenait droite, le menu à la main, et attendit. Raphaël ne leva pas les yeux. Il lisait un document, la laissant debout là comme si elle n'existait pas. 1 minute passa, puis 2. Sarah savait que c'était un jeu de pouvoir. Il testait si elle tremblerait, tousserait ou demanderait de la permission de parler. Des signes de faiblesse. Mais Sarah avait vécu dans l'ombre toute sa vie. Elle était à atteindre. Elle resta immobile comme une statue, sa respiration régulière, les yeux ambrés fixés devant, ne baissant pas son regard, mais ne le défiant pas non plus. Finalement, Raphaël leva les yeux. Ses yeux gris orage rencontrèrent ses yeux ambrés. Et à cet instant, Sarah ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la peur, pas de la haine, l'émotion pour laquelle elle s'était préparée, mais une connexion sombre qu'elle ne pouvait expliquer, comme si 2 ombres venaient de se reconnaître. Raphaël l'étudia 1 seconde de plus, les yeux se plissant légèrement comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. Puis il parla, sa voix basse et froide comme des pierres écrasées sous des roues. Whisky, whisky, un mot seulement. Pas de type, pas de marque, pas d'instruction du tout. Un autre test. Sarah réalisa instantanément. Il voulait voir ce qu'elle ferait. Demander à nouveau comme une idiote, saisir n'importe quelle bouteille et espérer que c'était ce qu'il voulait, ou trembler et s'excuser de ne pas savoir. Sarah ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle observa au cours des 2 dernières semaines. Elle avait appris à lire les gens comme d'autres lisent des livres ouverts. C'était une compétence de survie de ces années en famille d'accueil, où mal interpréter l'humeur d'un adulte pouvait signifier une correction. Maintenant, elle utilisait cette compétence sur Raphaël Santino. Ses yeux le balayèrent en 3 secondes, enregistrant chaque détail. La tache d'encre séchée sur son index droit lui disait qu'il écrivait beaucoup, signant probablement des documents toute la journée, stressé. Son poignet se raidit légèrement en posant les papiers, un signe de tension prolongée. Il se penchait subtilement à la droite, ce qui signifiait quelque chose de lourd sur son côté gauche, une arme dans un étui sous la veste de costume. Sa respiration était régulière, mais un peu plus profonde que la normale. Contrôlée, retenue et le plus important, de légères cernes sous ses yeux, soigneusement dissimulées, mais pas assez pour quelqu'un qui savait regarder. Il était privé de sommeil. Il était épuisé. Il avait besoin de quelque chose de fort, mais pas brutal, familier et fiable. Macallan 25, dit Sarah, sa voix calme comme si elle lisait un menu. Pas de glace, un verre en cristal Waterford. Vous buvez lentement quand vous réfléchissez. La pièce sembla se figer. Frankie, l'homme aux cheveux poivre et celle à côté de Raphaël, leva la tête pour la fixer. Sal Greco cessa de sourire, ses yeux se plissant de suspicion et d'irritation, et Raphaël, pour la première fois cette nuit-là, la regarda vraiment. Pas le regard furtif d'un supérieur à un domestique, mais le regard d'un loup qui vient de réaliser que la proie devant lui ne se comportait pas comme une proie.
Ses yeux gris orage la percèrent, cherchant ce qui se trouvait sous son extérieur calme. « Comment avez-vous deviné ?» demanda-t-il, sa voix toujours froide mais teintée d'autre chose. Une curiosité contenue. Sarah n'évita pas son regard. Elle regarda droit dans ses yeux orageux et répondit. « L'encre sur votre doigt montre que vous avez travaillé toute la journée. Votre poignet est raide à cause d'une tension prolongée et vous n'avez pas dormi depuis au moins 3 nuits. Macallan 25 est le choix de quelqu'un qui a besoin de stabilité, pas d'aventure. C'est assez fort pour vous détendre, mais assez doux pour ne pas surcharger un esprit déjà trop tendu. » Le silence dura encore 5 secondes. Sarah sentait Frankie la regarder avec quelque chose proche d'un respect réticent. Quant à Raphaël, il ne dit rien. Il hocha seulement la tête une fois, bref, presque imperceptible. Mais Sarah savait que c'était une approbation. Elle se tourna pour aller chercher la boisson quand Salrio parla. « Attendez !» Sa voix était épaisse, et il y avait quelque chose qui fit que Sarah voulut reculer d'un pas. « Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu auparavant. » Sarah s'arrêta et se retourna pour le regarder. Sal Greco était obèse dans un costume cher. La sueur perlait sur son front. Ses yeux rampaient sur elle d'une manière qui lui donnait l'impression d'être infesté. Son regard voyageait de son visage à son cou, jusqu'à sa poitrine, sa taille, sans aucune tentative de le cacher. « Je suis ici depuis 2 semaines, monsieur, » répondit Sarah, son ton toujours calme, bien que son corps ait déjà adopté la posture défensive qu'elle avait apprise pendant ses années en famille d'accueil. 2 semaines, Sir Reed, ses dents jaunies par les cigares et l'alcool cher. Encore inexpérimenté, alors. Boss, il se tourna vers Raphaël avec un sourire sycophante. « Laissez-moi lui apprendre comment fonctionne un service correct. J'ai de l'expérience dans la formation de nouveaux personnels. » La façon dont il dit formation fit que Sir se sentit mal. Elle savait exactement ce qu'il voulait. Elle avait rencontré trop d'hommes comme lui dans sa vie, des hommes qui pensaient que l'argent et le pouvoir leur donnaient le droit de toucher qui ils voulaient. Sarah était sur le point de donner une réponse polie mais glaciale quand Raphaël parla. « Laissez-la tranquille, ce 4 mots. Juste 4. » La voix de Raphaël ne monta pas. Il n'y avait aucune menace dedans. Pourtant, elle atterrit comme une arme pressée contre la tête de Cess. L'homme gros se figea, son sourire s'évanouissant, son visage se vidant de couleur en un instant. « Bien sûr, boss. » S balbutia, baissant la tête. Je plaisantais. Sarah resta là, son cœur battant plus vite, bien que son visage restât sans expression. Elle ne comprenait pas pourquoi Raphaël l'avait protégée. Il n'avait aucune raison de le faire. Elle n'était qu'une serveuse, une inconnue, à moins qu'il n'ait un autre motif. Elle le regarda et surprit ses yeux gris orage la scrutant. Pas le regard d'un protecteur, mais le regard d'un homme évaluant une nouvelle pièce sur son échiquier. « Macallan, » Raphaël dit comme si rien ne s'était passé. 60 secondes. Sarah hocha la tête et quitta la pièce, sentant 3 paires d'yeux suivre son dos. Un curieux, un affamé et un calculateur. Elle ne savait pas lequel était le plus dangereux. Mais elle savait une chose avec certitude. Le jeu avait commencé. Sarah revint dans 50 secondes avec la bouteille de Macallan, 25 ans d'âge, et un verre en Crystal Waterford sur un plateau d'argent. Elle posa le verre devant Raphaël et versa avec une précision parfaite. Pas une seule goutte ne se renversa, le whisky s'arrêtant à exactement 1/3 du verre, le standard pour un service haut de gamme. Raphaël ne dit rien. Il leva le verre, le porta à son nez, puis prit une petite gorgée. Ses yeux gris orage ne quittèrent jamais Sarah pendant tout ce temps. Le dîner continua. Sarah servit les plats, et chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, elle sentait la tension épaisse entre les 3 hommes. Raphaël parlait à peine, écoutant principalement S parler sans fin de chiffres de revenus, de plans d'expansion, de nouvelles opportunités d'investissement. Frankie était assis comme une statue, jetant occasionnellement un coup d'œil à S avec un regard que Sarah ne pouvait déchiffrer. Plus S parlait,
Plus il devenait clair qu'il essayait trop d'impressionner. Il cachait quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais ses instincts de survie hurlaient que cet homme était dangereux d'une manière différente de Raphaël. Raphaël était dangereux comme un loup. Il la tuerait si elle devenait une menace, mais il ne la torturerait pas pour le plaisir. S était dangereux comme un serpent. Il frapperait juste parce qu'il aimait regarder les autres souffrir. Au moment où Sarah apporta le dessert, S avait trop bu. Son visage était rouge, la sueur perlait sur son front, et ses yeux la suivaient avec une faim ouverte que l'alcool avait dépouillée de toute retenue. « Fille », appela S alors que Sarah posait le tiramisu devant lui. « Versez-moi encore du vin. » Sarah prit la bouteille de vin et s'approcha, gardant la plus grande distance qu'elle pouvait tout en atteignant le verre. Mais alors qu'elle inclinait la bouteille, S tendit soudain la main et la saisit par la hanche. Sarah recula brusquement, la bouteille bascula, quelques gouttes éclaboussant la nappe. « Eh bien, regardez ça !» S rit bruyamment, sa voix ivre et triomphante. « Petite chose maladroite. Vous avez renversé du vin sur la nappe. Combien coûte cette bouteille, Poussus? 500 $, n'est-ce pas? Probablement plus que son salaire de tout un mois. » Sarah resta figée, les doigts serrés autour de la bouteille, son corps tendu. Elle voulait lui casser la bouteille sur la tête. Elle voulait crier qu'il l'avait touchée, mais elle savait que cela n'aurait aucune importance dans ce monde. Ces mots n'avaient aucun poids. Elle n'était qu'une serveuse, une inconnue. Raphaël regarda la tache de vin sur la nappe, puis Sarah, puis S. Ses yeux ne montraient aucune émotion. Le silence s'étira comme un nœud coulant qui se resserre. Puis Raphaël fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il leva son verre de whisky. Le Macallan 25 que Sarah avait versé et le projeta droit à ses pieds. Le bruit du cristal brisé retentit dans la pièce comme un coup de feu. Le verre Waterford explosa en centaines de morceaux sur le sol en marbre noir. Le whisky ambré gicla partout, trempant la seule paire de chaussures noires intactes de Sarah, les chaussures qu'elle avait polies pendant 1 heure ce matin-là. La bouche de S tomba, puis il éclata de rire. Frankie fronça les sourcils mais ne dit rien. La pièce sembla retenir son souffle. Raphaël regarda Sarah avec des yeux froids comme la glace. « C'est comme ça qu'on renverse correctement, S, dit-il, son ton aussi désinvolte que s'il commentait le temps. Et vous? » Il reporta son regard sur Sarah. « Nettoyez ça. Et souvenez-vous de ceci, il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. » Tout le monde attendit la réaction de Sarah. Il s'attendait à ce qu'elle pleure. Il s'attendait à ce qu'elle s'excuse. Il s'attendait à ce qu'elle tombe à genoux et supplie comme tant d'autres avant elle l'avait fait. Sarah ne fit rien de tout cela. Elle regarda le verre brisé à ses pieds, les fragments de cristal tranchant scintillant sous la lumière des bougies, comme des centaines de minuscules couteaux. Puis elle fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle s'agenouilla lentement, gracieusement, et commença à ramasser les éclats à mains nues. Pas de gants, pas de chiffon, juste ses mains nues et du cristal aussi tranchant que des rasoirs. Le premier morceau s'enfonça dans son doigt, du sang rouge vif jaillit et coula sur le marbre noir. Sarah ne sia pas, elle continua. Le second éclat coupa sa paume, le troisième déchira la peau à la base de son pouce. Le sang coulait plus vite maintenant, se mélangeant au whisky sur le sol pour former une petite flaque de la couleur d'une rose pâle. Sarah ne s'arrêta pas. Elle ramassa chaque morceau un par un, les plaçant dans son autre paume jusqu'à ce que le sol soit impeccable. S avait cessé de rire. Frankie la regarda avec quelque chose comme de l'incrédulité. Et Raphaël, son visage toujours illisible, s'était redressé sur sa chaise, toute son attention fixée sur la femme agenouillée sur le sol, les mains ensanglantées. Sarah se leva, les fragments de verre dans ses paumes, le sang coulant sur le sol. Elle regarda droit dans les yeux de Raphaël Santino. Ambre rencontrant le gris orage, et elle parla. « La faiblesse n'est pas d'être quelque chose qu'on vous jette, monsieur.
C'est de devoir jeter quelque chose à quelqu'un d'autre pour se sentir puissant. Sa voix était calme, claire, inébranlable, ni défiante, ni soumise. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La pièce devint silencieuse. Personne ne respirait. S regarda fixement comme un poisson jeté sur terre. Frankie leva les 2 sourcils, quelque chose qu'il n'avait probablement pas fait depuis 20 ans. Et Raphael Centino, le boss de la mafia le plus craint de Chicago, l'homme qui avait détruit des familles entières pour un mot de travers, ne savait pas comment répondre. Il resta assis là, les yeux gris orage fixés sur elle sans ciller. Le silence s'étira 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, assez lourd pour écraser des os. Puis Raphaël fit la chose la plus étrange de toutes. Il ne cria pas. Il ne menaça pas. Il n'ordonna pas qu'on la traîne dehors et qu'on la fusille. Il leva simplement d'une main et fit signe à Frankie. « Sortez, dit-il, sa voix basse et illisible. Sortez tous. » Sal balbutia comme pour protester, mais Frankie le saisit par le col et l'entraîna. La lourde porte en chêne se referma derrière eux avec un léger clic. Seuls Raphaël et Sarah restèrent dans la pièce. Il l'étudia un long moment, puis hocha la tête vers la porte. « Bandage tes mains, puis reviens. Je n'ai pas fini de te parler. » Sarah ne demanda pas pourquoi. Elle ne dit pas merci. Elle hocha simplement la tête et sortit, laissant une traînée de sang sur la poignée de porte en laiton poli. Elle ne savait pas si elle venait de réussir le test ou de signer son propre arrêt de mort. Mais quoi que ce fût, elle savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Cette nuit-là, après la fermeture de l'Anate Eterna et le retour de Sarah à son appartement délabré, les mains enveloppées de gaz bon marché de la pharmacie ouverte 24 heures, Raphael Santino était assis dans sa Bentley noire garée à un coin de rue à 2 pâtés de maison du restaurant. Il ne retourna pas au penthouse tout de suite. Il resta assis là dans l'obscurité, un verre de whisky à la main, pensant à la fille aux yeux ambrés et aux mains ensanglantées. La faiblesse n'est pas d'être quelque chose qu'on vous jette, c'est de devoir jeter quelque chose à quelqu'un d'autre pour se sentir puissant. Personne n'avait parlé à Raphaël comme ça en 20 ans. Personne n'avait osé. Ceux qui avaient essayé étaient morts ou avaient disparu. Pourtant, elle s'était tenue là, le sang coulant de ses mains, le regardant droit dans les yeux sans trembler. Soit elle était folle, soit elle n'avait plus rien à perdre, soit elle cachait quelque chose. Raphaël ne croyait pas aux coïncidences. Une fille apparaissant exactement quand il avait besoin de nouveaux personnels. Osant le défier l'aurore de leur première rencontre, le lisant comme un livre ouvert, trop parfait pour être aléatoire, il prit son téléphone et appela Frankie, la serveuse de ce soir. Sarafina, je veux tout sur elle. Date de naissance, adresse, famille, amis, historique de travail, compte bancaire, même la dernière fois qu'elle a pleuré. Tout, Frankie, ne laissait rien de côté. 2 jours plus tard, Frankie posa un épais dossier sur le bureau de Raphaël dans le penthouse. « Vous voudrez lire ceci, boss? » Raphaël l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'intégralité de la vie de Serafina Morgan, compressée en de froides feuilles de papier. Née en 1948, orpheline à 8 ans après un incendie de maison jugé accident électrique. 8 ans dans le système de famille et d'accueil, passée par 7 foyers différents, seule depuis ses 16 ans. Pas de casier judiciaire, pas d'activité politique, pas de lien avec les forces de l'ordre. 3 emplois simultanément pendant les 6 dernières années. Soldé bancaire 217 $. Appartement loué dans le côté sud pour 500 $ par mois, 2 mois de retard de loyer. Sur le papier, elle était propre. Raphaël tourna la page suivante et se figea. Frère Tommy Morgan, 23 ans, héroïnomane, dette des jeux et de drogue. Dette totale $208. Créancier gang de rue Southside Reaper, opérant sous le contrôle de l'évêque O'Brien. Raphaël relut la dernière ligne.
O'Brien, la serveuse aux yeux ambrés et aux mains cicatrisées, devait de l'argent à son ennemi juré, l'homme qui avait tué son père il y a 20 ans. Frankie se tenait là à attendre, son visage neutre, mais ses yeux disaient tout. Il pensait la même chose. Elle pourrait être l'espionne d'O'Brien, dit Frankie doucement, plantée pour se rapprocher de vous. Raphaël ferma le dossier, les yeux gris orage tournés vers la fenêtre. Chicago s'étendait sous eux, belle et létale comme un serpent venimeux enroulé au soleil. Peut-être, dit Raphaël après une longue pause, ou peut-être n'est-elle qu'une fille désespérée essayant de sauver son frère. Alors, comment voulez-vous gérer ça, boss? Raphaël resta silencieux. Si elle était l'espionne d'O'Brien, il devrait la tuer immédiatement. C'était la règle. C'était comme ça qu'il avait survécu 20 ans dans ce monde. Ne faire confiance à personne, ne montrer aucune pitié, ne jamais hésiter. Mais il y avait quelque chose en elle. La façon dont elle s'était tenue dans une mare de son propre sang sans trembler. La façon dont elle l'avait regardé dans les yeux sans peur. La façon dont elle avait parlé de la faiblesse comme si elle savait exactement à quoi cela ressemblait, parce qu'elle l'avait affronté toute sa vie. Pas encore, Raphaël dit enfin. Ne faites rien encore. Laissez-moi la regarder. Si elle est une espionne, elle fera une erreur. Et si elle ne l'est pas, il ne termina pas la phrase. Mais Frankie comprit. Si elle n'était pas une espionne, elle pourrait être une pièce utile. Quelqu'un qui devait à O'Brien mais travaillait pour Santino. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et était prêt à tout pour sauver sa famille. Ce genre de personne était soit absolument loyal, soit mortellement dangereux. Raphaël ne savait pas encore laquelle Serafina Morgan était, mais il le découvrirait. Une semaine passa après la nuit, le verre brisé, et Sarah continua de travailler à Lenot Eterna comme si rien ne s'était passé. Servant les tables, nettoyant, souriant aux invités, gardant la tête baissée. Pourtant, ses yeux ambrés ne cessaient de regarder, mémorisant l'emploi du temps de chaque employé, les changements de corps. Quand les caméras de sécurité étaient vérifiées, quand les gardes tournaient, remarquant que chaque mercredi soir le bureau de la direction à l'étage était vide de 23 heures à minuit, pendant qu'Elena rencontrait les fournisseurs et que les gardes de l'étage descendaient pour un repas tardif, 1 heure, assez de temps pour chercher. Ce mercredi soir-là, Sarah demanda à utiliser les toilettes à 23h15. Et au lieu de tourner à gauche, elle tourna à droite, monta les escaliers de service jusqu'au 2e étage, le couloir sombre et silencieux alors qu'elle se déplaçait comme une ombre. Pas silencieux, respiration soigneusement contrôlée. Le bureau d'Elena au bout du couloir. La porte était verrouillée, mais ce n'était pas un problème, car Sarah avait appris à crocheter les serrures à 14 ans quand un père d'accueil cadenassait le réfrigérateur, et elle devait choisir entre apprendre ou mourir de faim. Elle sortit 2 épingles à cheveux prépliées de sa poche. 15 secondes plus tard, la serrure cliqua doucement, et elle se glissa à l'intérieur. Le bureau était petit et ordonné. Un bureau en chêne, des classeurs en acier, un ordinateur de bureau et un petit coffre-fort dans le coin. Elle commença par les tiroirs du bureau, ne sachant pas exactement ce qu'elle cherchait. Des preuves, des documents, tout ce qui liait la famille Santino à l'incendie de maison 19 ans plus tôt, fouillant les factures, les contrats de fournitures alimentaires, les horaires du personnel, rien d'utile. Puis les classeurs, le premier tiroir, les dossiers des employés, le 2e, les registres comptables, le 3e séparément verrouillé, qu'elle ouvrit en 30 secondes pour révéler un épais dossier étiqueté d'une écriture manuscrite. Second grand livre, elle l'ouvrit sur un système de double comptabilité, un ensemble pour les impôts, un autre pour ce qui s'était réellement passé, des chiffres, des noms, des transactions qui ne verraient jamais la lumière du jour. Et elle photographia aussi vite qu'elle put, ne comprenant pas entièrement, mais sachant que cela importait. Peut-être cela la mènerait-il aux réponses qu'elle cherchait. Alors qu'elle photographiait la dernière page,
La porte du bureau s'ouvrit en grand, et les lumières s'allumèrent, et Sarah se figea, le téléphone toujours à la main comme un chevreuil pris dans les phares. Ce n'était pas Elena, pas la sécurité, mais Sal Greco, l'homme obèse la regardant, puis le dossier ouvert, puis le téléphone. Un lent sourire se répandant sur son visage luisant de sueur comme un chat qui avait attrapé une souris. « Petite fille, S dit en entrant et en fermant la porte. Je savais que quelque chose n'allait pas avec toi. Trop jolie, trop intelligente, trop calme pour une serveuse normale. Et maintenant, je t'ai prise en train de fouiller les dossiers confidentiels du boss. » Sarah posa le téléphone sur le bureau lentement, son esprit cherchant une issue, la fenêtre trop petite, S bloquant la porte. « Pas d'arme. »« Ce n'est pas ce que vous pensez, dit-elle, gardant sa voix stable. N'est-ce pas? » S se rapprocha. L'odeur de cigares et de whisky bon marché inonda ses sens. « Vous êtes une espionne. Pour qui? Le FBI, O'Brien, ou juste une petite chatte curieuse qui planifie de vendre des secrets à la presse? »« Je me suis perdu, » dit Sarah, reculant. Je cherchais les toilettes et S rit bruyamment et la coupa. « Les toilettes sont en bas et on ne se perd pas dans un bureau verrouillé et des classeurs ouverts. Ne me traitez pas comme une idiote. » Il l'acula dans le coin, ses yeux parcourant son corps avec une faim ouverte. Puis dit, « Mais vous savez quoi? Je peux garder des secrets. Je suis très bon pour ça. Si vous savez comment me rendre heureux. » Sarah sentit le mur à son dos. Nulle part où aller. S à moins d'un pas, son souffle lourd sur son visage. « Non, » dit Sarah, sa voix glaciale, bien que son cœur batte comme un tambour de guerre. « Non, » S sourit d'un air suffisant. Mauvaise réponse. Et atteignit son col. Sarah se prépara à lui donner un coup de pied entre les jambes, acceptant que ce soit peut-être la dernière chose qu'elle ferait jamais. Mais elle ne le laisserait pas la toucher sans qu'il en paie le prix. Puis une voix parla de la porte qui s'était ouverte sans bruit. La voix était basse, froide, et si familière que Sarah et S se figèrent tous deux. S se retourna pour voir Raphaël Santino dans l'embrasure de la porte, une main dans sa poche, la posture décontractée, comme s'il se promenait dans un parc. Mais ses yeux gris orage n'avaient rien de décontracté, froids comme l'acier et tranchants comme des lemmes, fixés sur S avec quelque chose de plus dangereux que la colère. Du dégoût. Boss S balbutia, devenant pâle. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, j'étais. Cette fille fouinait dans le bureau. Je l'ai attrapée. Sortez. » Raphaël l'interrompit, sa voix ne montant jamais, mais portant le poids d'une sentence de mort. « Frankie vous parlera plus tard. » Se resta une seconde la bouche ouverte, mais le regard de Raphaël le fit taire, et il s'inclina et trébucha dehors comme un chien la queue entre les jambes. La porte se referma, laissant Raphaël et Sarah seuls dans la petite pièce. Il la regarda, le dossier ouvert, son téléphone ne disant rien pendant un long moment. Alors que le silence s'épaississait comme du ciment humide, Sarah se tint droite, ne courant pas, ne suppliant pas, sachant que les mensonges étaient inutiles maintenant. Raphaël s'approcha et s'arrêta à 2 pas. « Que cherchez-vous » demanda-t-il calmement, comme s'il s'informait d'une boisson plutôt que de l'avoir surprise en train de voler ses secrets. Sarah rencontra ses yeux gris orage. Sachant que les mensonges ne fonctionneraient pas sur un homme qui avait survécu au sang et à la trahison en lisant les gens, pourtant, elle ne pouvait pas dire la vérité. « Pas encore. Je me suis perdue en cherchant les toilettes. » dit-elle d'une voix égale. Raphaël la regarda 3 secondes, puis rit, non pas chaleureusement, mais sèchement et brièvement, comme une mauvaise blague. « Vous mentez très bien, dit-il, mais pas assez bien. » Il s'approcha jusqu'à être à 1 pas, le parfum de whisky et de bois de santal sur lui, chaque couture de son col noir visible. « Je demanderai une fois de plus, dit Raphaël, sa voix tombant à un grognement de loup. « Que cherchez-vous dans mon empire? » Seraphina Morgan. Sarah prit une profonde inspiration,
sachant que ses prochains mots pourraient décider de la vie ou de la mort. Et elle ne baissa pas son regard. Elle regarda droit l'homme qu'elle croyait avoir tué ses parents et dit, « Et si je dis que vous n'avez pas le droit de savoir? » Raphaël l'étudia sans ciller, puis inclina la tête comme s'il évaluait une peinture difficile. « Alors je devrais trouver un autre moyen de vous faire parler, dit-il, se tournant vers la porte. Et ce moyen pourrait ne pas être aussi agréable que cette conversation. Vous avez un jour pour réfléchir. Demain soir, je veux votre réponse. » Sarah ne dormit pas cette nuit-là, allongée sur le lit étroit de son appartement délabré, fixant le plafond écaillé tandis que son esprit tournait à travers 1000 résultats possibles, sachant qu'elle pouvait courir, quitter Chicago cette nuit même, changer de nom et recommencer ailleurs. Mais cela signifierait abandonner Tommy, son frère toujours quelque part entre les mains d'O'Brien, peut-être battu, saignant, mourant lentement pendant qu'elle restait là à ne rien faire. Et elle ne pouvait pas faire cela parce qu'elle avait passé toute sa vie à fuir les foyers d'accueil abusifs, les emplois exploiteurs, les hommes qui la traitaient comme un objet. Mais cette fois était différente. Cette fois, ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de Tommy et à propos de la vérité derrière la mort de ses parents enterrés quelque part à l'intérieur de l'Empire Santino. Le soir suivant, précisément à 19 heures, Sarah arriva à l'Anata Eterna, comme d'habitude. Mais au lieu de se voir attribuer des tables, Elena la dirigea vers la salle VIP 7, lui disant qu'il l'attendait, sa voix plate, mais ses yeux contenant quelque chose proche de la pitié, alors qu'elle souhaitait bonne chance à Sarah. Et Sarah hocha la tête et continua, sachant qu'elle n'avait pas besoin de chance, elle avait besoin de calme et d'un plan. Et elle avait les deux. La salle VIP ressemblait à avant, la lumière des bougies vacillantes, les murs de verre encadrant la ville la nuit. Mais cette fois, Raphaël était assis seul. Pas de Frankie, pas de S, juste le boss de la mafia en costume noir et une bouteille de whisky ouverte sur la table. « Asseyez-vous », ordonna Raphaël sans lever les yeux, et Sarah tira la chaise en face de lui et s'assit sans demander la permission, sans baisser la tête, assise comme une égale venant négocier plutôt qu'une servante attendant le jugement. Raphaël leva les yeux, ses yeux gris dépouillant ses défenses. Il ne perdit pas de temps, lui faisant savoir que chaque coin sombre de sa vie, des cendres de son enfance à l'écrasante dette de son frère Tommy envers O'Brien, était maintenant exposé sur son bureau. Il ne voyait pas seulement une serveuse. Il voyait une femme désespérée avec une étiquette de prix de 200 000 $ sur sa loyauté. Sarah ne fit pas semblant d'être surprise car elle s'y attendait, sachant qu'un homme comme Raphaël Santino ne laissait jamais rien arriver sans tout savoir. Et elle répondit calmement qu'il savait beaucoup, ce qui signifiait qu'il savait aussi pourquoi elle était là. Raphaël inclina la tête et dit qu'il avait quelques théories, qu'elle pouvait être l'espionne d'O'Brien plantée pour se rapprocher de lui, ou une journaliste d'investigation chassant une grande histoire, ou une fille désespérée essayant de sauver son frère en déterrant ses secrets pour les vendre aux plus offrants, et Sir fut silencieuse un instant avant de dire que ce n'était rien de tout cela, le poussant à demander ce que c'était alors, et elle répondit que c'était ses affaires. Raphaël la regarda, les yeux se plissant, le silence s'étirant assez longtemps pour qu'elle puisse compter les battements de son cœur avant qu'il ne la surprenne en versant 2 verres de whisky et en faisant glisser un vers elle, faisant une offre, disant que son frère devait à O'Brien 200 000 $ et qu'il pouvait le payer. Sarah se figea, le verre intact, et demanda ce qu'il voulait en retour. Et après avoir pris une lente gorgée, il lui dit qu'elle travaillerait pour lui, non pas au restaurant, mais à ses côtés, observant et rapportant, expliquant qu'elle avait une rare capacité à lire les gens, qu'elle avait regardé S et su exactement ce qu'il était, l'avait regardé et deviné sa boisson, que c'était une compétence dont il avait besoin, qu'elle l'accompagnerait aux réunions et aux rassemblements et lui dirait qui mentait, qui cachait quelque chose, qui planifiait une trahison. Et Sarah comprit immédiatement qu'il la voulait comme un troisième œil,
une étrangère qui pouvait voir ce qu'il manquait à cause de sa familiarité avec son propre monde. Et elle comprit aussi que c'était une opportunité parce que rester proche de Raphael Centeno signifiait un accès à des secrets qu'aucun serveur ne pourrait jamais atteindre, signifiait trouver la vérité sur l'incendie, signifiait apprendre s'il était impliqué dans la mort de ses parents. Elle dit qu'elle voulait voir son frère d'abord. Avait besoin de savoir qu'il était vivant et en sécurité avant d'accepter quoi que ce soit. Et Raphaël la considéra un long moment avant d'acquiescer, de sortir son téléphone et d'envoyer un message. Et 2 minutes plus tard, la porte VIP s'ouvrit et Frankie entra, suivi d'un jeune homme mince aux cheveux en désordre, aux yeux creux et à la peau pâle. Quelqu'un qui avait l'air de n'avoir pas vu la lumière du soleil depuis des semaines. Tommy. Sarah sauta sur ses pieds, la chaise s'écrasant en arrière, ne se souciant de rien, ni de personne d'autre que son frère. Le garçon qu'elle avait protégé depuis qu'ils étaient enfants, blotti l'un contre l'autre dans une maison en feu, appelant son nom alors que sa voix se brisait, regardant ses yeux ternes prendre quelques secondes pour la reconnaître avant qu'il ne s'effondre en larmes, appelant son nom. Et elle se précipita et l'enlaça, sentant chaque côte à travers sa chemise fine alors qu'il tremblait contre elle, ses larmes mouillant son épaule tandis qu'elle ne pleurait pas, s'étant promise il y a longtemps qu'elle ne le ferait pas, tant que ce ne serait pas fini. L'entendant chuchoter des excuses, et elle le serra plus fort et lui dit que tout allait bien, qu'elle s'en occuperait, qu'elle le ferait sortir, elle se tourna vers Raphaël, qui la regardait sans expression. Pourtant, elle vit quelque chose clignoter dans ses yeux gris orage, peut-être de la douleur, peut-être un souvenir, avant qu'il ne s'éteigne, et elle demanda où Tommy serait emmené. Et Raphaël répondit à l'un de ses appartements sécurisés avec des gardes 24 heures, 24, et personne n'entrant sans sa permission, pas même O'Brien, poussant Sarah à dire sans détour que ce n'était pas de la protection, mais de la captivité, ce que Raphaël ne nia pas, disant que c'était toujours mieux qu'O'Brien ne le trouve ou ne le laisse retourner à l'héroïne. Sarah serra les dents, détestant la sensation d'être acculée sans bonnes options, seulement des moins terribles, mais sachant qu'il avait raison, et elle accepta finalement. Sa voix dure comme l'acier, et Raphaël hocha la tête comme s'il n'avait jamais douté de sa réponse, se leva et s'approcha, la dominant de sa hauteur alors que son ombre tombait comme un nuage d'orage, lui disant qu'à partir de maintenant, elle lui appartenait, et de ne pas lui faire regretter cela. Et Sarah leva la tête pour rencontrer ses yeux gris orageux, et lui dit de ne pas lui faire regretter de lui faire confiance. Quelque chose clignota sur son visage. Surprise, amusement, peut-être les deux, avant qu'il ne se retourne et s'éloigne, la laissant debout là avec son frère dans ses bras, et un pacte avec le diable scellé dans le sang, et des larmes qui ne tombèrent jamais. Au cours des 4 semaines suivantes, Sarah entra dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Plus la serveuse en chaussures bon marché attendant dans une cuisine pour des ordres, mais l'ombre de Raphaël Centeno le suivant à chaque réunion, chaque rassemblement, chaque dîner avec des figures puissantes dont les noms apparaissaient dans les journaux comme des hommes d'affaires prospères, mais qui étaient en vérité les seigneurs de la pègre. En ces 4 semaines, Sarah apprit beaucoup de choses. Elle apprit comment l'Empire Centeno fonctionnait comme une machine parfaitement huilée, comment l'argent des opérations illégales circulait à travers les restaurants, les hôtels, les sociétés immobilières, lavé et transformé en profit légitime. Comment chaque rouage du système connaissait son rôle précis et ne posait jamais de questions sur les autres. Comment le silence était de l'or, la loyauté du diamant et la trahison une sentence de mort. Elle apprit aussi les règles que personne n'osait enfreindre. Pas de drogue, pas de traite d'êtres humains, pas de toucher les enfants ou les femmes innocentes. C'étaient des lignes rouges. Même les hommes les plus brutaux de l'Empire devaient respecter. Un soldat qui avait été surpris à vendre de l'héroïne à des lycéens disparus sans laisser de traces, et personne ne prononça plus jamais son nom. Je m'occupe de pouvoir,
pas de cadavre. Raphaël lui avait dit une fois lors d'un rare moment d'explication, « Il y a des types d'argent que je ne toucherai pas, peu importe le montant. » Sarah ne savait pas quoi en penser. Un boss de la mafia avec des limites morales sonnait comme une contradiction qui ne devrait pas exister. Pourtant, elle l'avait vu de ses propres yeux. Elle avait vu Raphaël refuser un accord de 5 millions de dollars parce qu'il impliquait le transport de jeunes femmes d'Europe de l'Est. Elle l'avait vu ordonner qu'un entrepôt plein de fentanyl soit brûlé au lieu d'être vendu dans les rues. Même les monstres avaient leurs propres standards. Ce qui troublait le plus Sarah, cependant, n'était pas le travail de Raphaël, mais les moments où il pensait que personne ne le regardait. Une nuit tard, après une réunion tendue avec des boss du Midwest, Sarah se tenait tranquillement dans le coin de son bureau, attendant qu'il finisse de signer des documents. Quand son téléphone sonna, elle vit le nom sur l'écran. Gianna, et elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru. Raphaël Centino, le boss de la mafia froid et impitoyable craint par toute une ville, changea complètement quand il répondit. Sa voix s'adoucit, ses yeux gris orage se réchauffèrent. Les lignes dures comme le granit de son visage s'adoucirent en quelque chose de presque doux. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il doucement. « Ta poitrine te fait mal. Qu'a dit le docteur? As-tu pris tes médicaments à temps? » Sarah resta figée dans le coin, craignant de bouger, se sentant comme si elle s'immisçait dans quelque chose de privé et de sacré. C'était un Raphaël différent, un homme qu'elle n'avait jamais vu. « Je sais que tu as peur, » continua-t-il, sa voix si tendre qu'elle pouvait à peine le croire. « Mais l'opération se passera bien. La clinique Mayo a les meilleurs docteurs du pays. Je serai là avec toi. Je n'irai nulle part. Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Tu le sais, n'est-ce pas? » L'appel se termina quelques minutes plus tard. Raphaël posa le téléphone et resta là, regardant l'obscurité de Chicago, inconscient que Sarah le regardait, ou peut-être conscient et ne s'en souciant pas. Quand il se retourna, son visage était de nouveau de glace, comme si l'appel n'avait jamais eu lieu. « Qui est Gianna? » demanda Sarah avant de pouvoir se retenir. Raphaël la regarda silencieux un long moment, puis dit calmement que Gianna était sa sœur, 22 ans, née avec une malformation cardiaque congénitale, prévue pour une opération à la clinique Mayo le mois prochain. Sarah ne dit rien, incertaine de quoi dire. L'image d'un boss de la mafia qui aimait sa sœur malade par-dessus tout, brisant toutes les suppositions qu'elle avait construites. « Elle ne sait rien de mon travail, » continua Raphaël, son ton légèrement défensif, bien que Sarah ne l'eût accusé de rien. « Elle pense que je suis un homme d'affaires et je ferai tout pour que cela reste ainsi. C'est la seule chose propre qui reste dans ma vie. Je ne veux pas que mon obscurité la touche. » Cette nuit-là, de retour dans la petite pièce de l'appartement sécurisé que Raphaël lui avait fourni ainsi qu'à Tommy, Sarah était allongée sur son lit, fixant le plafond, pensant « 9 ans ». Elle avait passé 19 ans à haïr le nom Centino, croyant qu'ils étaient des monstres sans cœur, des tueurs de sang-froid qui lui avaient enlevé ses parents. Et maintenant, elle regardait Raphaël Centino parler à sa sœur malade avec la voix d'un frère aimant. Elle le regardait refuser des deals de drogue et de traite d'êtres humains. Elle le regardait la traiter non pas comme une servante, mais comme quelqu'un de valeur, même si ce respect n'existait que parce qu'elle lui était utile. Sarah secoua la tête dans le noir. Elle ne pouvait pas se permettre de s'adoucir. Elle ne pouvait pas oublier pourquoi elle était là. Et pourtant, une petite question avait commencé à se former dans son esprit. Une question qu'elle n'osait pas prononcer à voix haute. Et si Raphaël n'était pas l'homme qui avait ordonné la mort de ses parents? Et si elle s'était trompée pendant 19 ans? La réponse vint la 5e semaine, d'une manière que Sarah n'attendait pas. Cette nuit-là, Raphaël tenait une réunion fermée avec les chefs régionaux à l'étage dans le penthouse, et Sarah n'était pas autorisée à y assister, mais elle était libre de se déplacer dans le bâtiment, et elle utilisa cette liberté. La salle d'archives était au sous-sol, derrière une porte en acier, dont le code d'accès lui avait pris 2 semaines à déchiffrer.
À l'intérieur se trouvaient des dizaines de classeurs en acier contenant l'histoire de l'Empire Centeno sur des décennies. Transactions, contrats, condamnations à mort signées à l'encre rouge, tout y était stocké. Sarah commença par les incendies qui s'étaient produits 19 ans plus tôt, tournant des centaines de pages sous la faible lumière néon jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Et vers 3 heures du matin, elle le trouva. Un dossier mince dans un tiroir marqué « Incident O'Brien ». À l'intérieur se trouvait un rapport sur un incendie de maison dans le South Side de Chicago, daté du 17 mars, le jour exact de la mort de ses parents. Sarah lut chaque ligne, son cœur battant comme un tambour de guerre. Le rapport était écrit dans le ton sec et factuel d'un journal d'événements. Cible la famille Morgan. Raison d'aide de jeu de 15 000 $. Refus de payer. Ordonné par Sal Greco, à cette époque travaillant pour le gang O'Brien. Méthode incendie criminelle à 2 heures du matin. Résultat, 2 adultes décédés, 2 enfants ont survécu et ont été placés dans le système de famille d'accueil. Sarah lut le nom encore et encore. Sal Greco, pas Centeno, pas Raphaël, pas le père de Raphaël. Sal Greco, l'homme obèse au sourire narquois et aux yeux de serpent, l'homme qui avait essayé de la toucher au restaurant, l'homme assis à l'intérieur de l'Empire Centeno comme un serpent attendant dans sa tanière. Il y a 19 ans, S avait travaillé pour O'Brien, puis trahi O'Brien et était passé à Centeno, emportant avec lui des secrets et les os d'innombrables personnes innocentes. Et personne ne savait ou personne ne s'en souciait. Sarah était assise sur le sol froid en béton, le dossier à la main, son corps tremblant non pas de froid, mais de la vague d'émotion qui la déchirait de l'intérieur. 19 ans. Elle avait passé 19 ans à haïr le mauvais homme. Elle avait regardé dans les yeux de Raphaël Centeno avec haine et suspicion, tandis que l'homme qui avait réellement tué ses parents se tenait juste à côté de lui, souriant obséquieusement et attendant une autre chance de trahir. Elle voulait crier, toute cassée autour d'elle, courir à l'étage et trouver Sal Greco et le tuer à main nue. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle resta assise, respirant profondément, refoulant la rage comme elle l'avait fait toute sa vie. La colère n'aiderait pas. Seule la patience pouvait apporter la vengeance. Elle ne laisserait pas Salo mourir rapidement. Elle ne le laisserait pas mourir sans savoir pourquoi. Elle le ferait regarder dans ses yeux et se souvenir de la nuit il y a 19 ans. Se souvenir de la maison en feu et des 2 enfants orphelins qu'il avait créés, et ensuite elle le ferait payer. Mais d'abord, elle devait trouver comment. Sarah n'eut pas le temps de faire un plan. S frappa le premier. 3 jours après qu'elle eut trouvé le dossier, son téléphone sonna à 2 heures du matin, un numéro inconnu. Et quand elle répondit, elle entendit Tommy sangloter à l'autre bout. « Sœur », sa voix tremblait de panique. « Je suis désolé, je ne savais pas. » Ils ont fait irruption dans l'appartement et ses mots furent coupés par une autre voix. Une voix traînante et triomphante qu'elle reconnut instantanément. « Bonjour, petite fille. » Sal Greco rit dans le téléphone. « Je sais que tu as fouillé dans la salle d'archives. Tu crois que je n'avais personne pour te surveiller? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? » Sarah se leva d'un bond du lit, son cœur battant comme un marteau-pilon, mais sa voix resta stable. « Que voulez-vous? Vous savez ce que je veux. » Ricana S. Entrepôt numéro 7 au Dock Sud. Seule 1 heure. Si vous le dites à Centeno ou à quelqu'un d'autre, votre frère perdra un doigt à la fois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Puis je passerai à ses orteils. L'appel se termina. Sarah resta là dans le noir, le téléphone toujours pressé contre son oreille, longtemps après que la ligne fut morte. Elle savait que c'était un piège. Elle savait que S tuerait elle et Tommy pour effacer les preuves. Mais elle n'avait pas le choix. Elle attrapa sa veste, glissa le petit couteau qu'elle cachait toujours dans la semelle de sa chaussure dans sa poche et quitta l'appartement. Elle n'appela pas Raphaël.
Non pas parce qu'elle croyait à la menace de S, mais parce que c'était son combat. Sal Greco avait tué ses parents et elle s'en occuperait elle-même, même si cela signifiait mourir avec lui. L'entrepôt 7 était un bâtiment abandonné au bord du port, loin des lumières de la ville. L'odeur d'eau salée et de vieille huile de machine la frappa lorsqu'elle passa la porte métallique rouillée. À l'intérieur, il faisait nuit noire, sauf une ampoule suspendue au centre, projetant un petit cercle de lumière. Tommy était agenouillé dans ce cercle, les mains liées derrière le dos, le visage meurtri et enflé, du sang au coin de la bouche. 2 hommes armés se tenaient de chaque côté de lui, et derrière eux, dans l'ombre, se trouvait Sal Greco. L'homme obèse entra dans la lumière avec un sourire que Sarah voulait lui arracher du visage. Son costume chair froissé et humide de sueur, ses yeux brillants comme un enfant attendant d'ouvrir un cadeau. Petite fille, S ouvrit ses bras en dérision. Bienvenue, vous êtes à l'heure, j'aime la ponctualité. Sarah entra et s'arrêta à quelques pas de Tommy, rencontrant ses yeux et essayant de lui dire que tout irait bien, même si elle n'y croyait pas elle-même. « Laissez-le partir, dit-elle froidement. Vous me voulez? Je suis là. S éclata de rire, le son résonnant dans l'entrepôt vide. Oh, petite fille naïve, vous croyez que je vais le laisser partir? Vous en savez trop. Il sait que vous en savez trop. Vous allez tous les deux mourir. Mais avant cela, il s'approcha, ses yeux illuminés d'une excitation malsaine. Je veux savoir ce que vous avez lu dans ce dossier. Sarah le regarda droit dans les yeux. J'ai lu que c'est vous qui avez incendié ma maison il y a 19 ans. C'est vous qui avez tué mes parents. Ça se figea une seconde, puis son sourire s'élargit. Ah, il hocha la tête comme s'il se rappelait un bon souvenir. La famille Morgan, cette petite maison du côté sud. Votre père devait de l'argent de jeu, n'est-ce pas? L'idiot pensait pouvoir négocier avec O'Brien. Il gloussa. On m'avait dit de lui faire peur, mais vous savez quoi? Il inclina la tête, la folie scintillant dans ses yeux. J'aime le feu. J'aime le regarder brûler. J'aime entendre les gens crier dedans. Votre père a crié fort. Votre mère a crié plus fort. Sarah sentit son corps trembler de rage, sa main se resserrant autour du couteau dans sa poche. Elle voulait se jeter sur lui et le poignarder 100 fois, mais elle savait qu'elle serait abattue avant de s'approcher. « Et vous, continua S, s'approchant, la fille de 8 ans aux étranges yeux jaunes. Je vous ai vu courir par la porte arrière. Je voulais revenir et vous tuer, mais un voisin est arrivé. Dommage, si j'avais terminé le travail cette nuit-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Il sortit une arme de derrière son dos et la pointa sur la tête de Sarah. « Mais c'est bon. Mieux vaut tard que jamais. » Sarah ferma les yeux. Elle n'avait pas peur de mourir. Elle regrettait seulement de ne pas pouvoir sauver Tommy, de ne pas voir S payer pour ce qu'il avait fait. Le coup de feu retentit, mais elle ne sentit aucune douleur. Elle ouvrit les yeux et vit S regardant sa poitrine, où le sang se répandait sur sa chemise blanche. Il se retourna, les yeux grands ouverts de choc. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. Raphaël Santino se tenait là, une arme fumante à la main. Frankie et 10 hommes armés derrière lui. Toutes les armes braquées sur les hommes de Sal qui laissèrent tomber leurs armes et levèrent les mains avant même que Sarah ne puisse scier. Raphaël entra, chaque pas résonnant sur le béton comme un tambour de mort, ses yeux gris orage plus froids que Sarah ne les avait jamais vus. L'enfer gelé, il s'arrêta devant S, qui était à genoux à cause de la blessure. « Je savais que tu me trahissais, » Raphaël dit calmement. « Je savais que tu vendais des informations à O'Brien, mais je ne savais pas que tu étais le genre de racaille qui brûle des maisons et tue des innocents pour 15 000 $. S essaya de parler, mais Raphaël s'était déjà détourné. Il alla vers Tommy, coupa les cordes et fit signe à Frankie de l'emmener dehors. Puis il se tourna vers Sarah, qui se tenait là tremblante, non pas de peur, mais de la vague émotionnelle qui la déchirait, des larmes coulant sur ses joues sans qu'elle ne s'en rende compte.
Il a tué mes parents, dit Sarah d'une voix rauque. Raphaël hocha lentement la tête. Je sais, j'ai lu le dossier après vous. Des caméras dans la salle d'archives, vous vous souvenez? Il s'approcha, levant la main comme pour toucher son épaule, puis s'arrêtant net. Vous me devez une explication, mais pas ce soir. Ce soir, vous rentrez chez vous. Il regarda S, gémissant sur le sol. Quant à ce déchet, dit-il à Frankie, emmenez-le à l'entrepôt nord, je lui parlerai plus tard. So, Greco ne fut plus jamais revu, et Sarah ne demanda pas ce qui s'était passé dans l'entrepôt nord parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle savait seulement que 2 jours après cette nuit-là, Frankie vint la voir avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la bague en or que S portait toujours à son petit doigt, celle gravée de ses initiales. Le boss veut que vous ayez ceci, dit Frankie, sa voix plate mais ses yeux contenant quelque chose comme du respect. Il dit, c'est la preuve que la dette a été payée. Sarah tint la bague dans sa paume. Elle était froide et lourde. 19 ans, elle avait attendu ce moment, et maintenant qu'il était venu, elle ne ressentait pas le triomphe qu'elle avait imaginé. Elle se sentait seulement vide, comme si une partie d'elle était morte avec Sal Greco dans cet entrepôt. Ce soir-là, Raphaël la convoqua au penthouse, non pas pour une réunion, et non pas pour observer, juste eux deux. Son bureau brillait de la lumière du feu de la cheminée, du whisky sur la table, un silence épais et attendant d'être brisé. « Dites-moi, dit Raphaël sans la regarder, fixant les flammes depuis le début. Et Sarah lui raconta la nuit il y a 19 ans, quand elle avait 8 ans, et fut traînée hors d'une maison en feu. À propos de l'odeur d'essence, des cris de ses parents, des 2 voitures noires garées au bout de la rue avant que l'incendie n'explose. À propos de 11 ans en famille d'accueil, des foyers abusifs, des nuits passées à pleurer seule et à jurer qu'elle trouverait les gens qui avaient détruit sa vie. À propos de Tommy, comment elle avait essayé de le protéger et le système les avait séparés. Comment elle l'avait finalement retrouvé seulement pour voir qu'il avait été brisé par la vie. À propos du rapport de police avec le nom Santine au-dessus, comment elle avait passé 19 ans à haïr le mauvais homme. Et enfin, à propos de pourquoi elle avait infiltré Late Eterna. « Je suis venu chercher la vérité », dit Sarah. Sa voix du fait d'avoir parlé si longtemps. Je pensais que la famille Santino avait tué mes parents. Je pensais que vous aviez tué mes parents. Je comptais trouver des preuves et vous détruire d'une manière ou d'une autre, même si je ne savais pas comment. Elle laissa échapper un rire amer. Il s'avère que je me suis trompé. L'homme qui a tué mes parents était votre subordonné, et vous l'avez tué avant que je puisse le faire moi-même. Raphaël resta silencieux pendant toute l'histoire. Il n'interrompit pas, ne posa pas de questions, ne réagit pas, resta juste assis à écouter, comme s'il avalait chaque mot dans l'obscurité en lui. Quand Sarah eut fini, le silence s'étira encore plusieurs minutes avant que Raphaël ne parle enfin, sa voix basse et illisible. « Vous êtes venu ici pour me tuer, non. » Sarah secoua la tête. « Je suis venu chercher la vérité. Votre mort était un plan d'urgence si la vérité menait à vous. Mais ce ne fut pas le cas. Cela mena à S. Et vous vous en êtes déjà occupé. » Raphaël se leva et marcha vers le mur de verre donnant sur Chicago la nuit, le dos tourné vers elle, les épaules larges et dures comme la pierre. « Je savais que vous n'étiez pas l'espionne d'O'Brien il y a longtemps, dit-il. Mais je savais que vous cachiez quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien à perdre n'est pas dangereux. Mais vous aviez quelque chose à protéger. Votre frère et autre chose aussi. Quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. Maintenant, je sais ce que c'était. » Il se retourna vers elle. Des yeux gris orage rencontrant l'ambre dans la lumière du feu. « Vous avez eu la réponse que vous cherchiez. S est mort. Votre frère est en sécurité et en désintoxication dans le meilleur établissement de la ville. La dette de 200 000 $ est effacée. » Il fit une pause. « Vous êtes libre, Sarafina. Notre accord est terminé. Vous pouvez partir. » Sarah se leva d'un bond, le cœur battant, fixant l'homme qu'elle avait haï pendant 19 ans sans connaître son visage. L'homme qui avait tué son ennemi, sauvé son frère,
et lui donnait maintenant la liberté sans rien demander en retour. Elle devrait partir, emmener Tommy dans une autre ville et recommencer. C'était la chose la plus intelligente à faire. Mais ses pieds ne voulaient pas bouger. Et si je ne veux pas partir, elle s'entendit dire. Raphaël se figea, ses yeux s'assombrissant d'une chose qu'elle ne pouvait lire. Peut-être de la surprise, peut-être de la prudence, peut-être quelque chose d'autre, de plus dangereux. Savez-vous ce que vous dites? Demanda-t-il, sa voix tombant à un grognement de loup. Si vous restez dans ce monde. Sang et secrets et trahisons. Il n'y a pas de retour en arrière. Je sais. Sarah s'approcha, ne sachant pas ce qu'elle faisait. Seulement que pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'appartenir à quelque part. Non pas parce que c'était bon ou sûr, mais parce qu'ici, elle n'avait pas besoin de faire semblant. Ici, elle pouvait être elle-même avec toute l'obscurité et les cicatrices et la haine qu'elle avait portée pendant 19 ans. Et d'ici, il y avait lui. J'ai vécu dans le noir toute ma vie, dit-elle, s'arrêtant à moins d'un pas de lui. Au moins maintenant, je sais à qui appartient cette obscurité. Elle leva la main et la pressa sur sa poitrine où son cœur battait sous le gilet noir. Elle le sentit s'accélérer plus vite que le sien. Raphaël baissa les yeux vers sa main, puis vers son visage, ses yeux gris orage n'étant plus froids, brûlant d'une chose qu'elle reconnaissait parce qu'elle la ressentait aussi. Il attrapa son poignet non pas pour la repousser, mais pour la retenir. « Vous le regretterez, dit-il d'une voix rauque. « Peut-être, répondit Sarah. Mais j'ai déjà regretté trop de choses dans ma vie. Au moins cette fois je choisis pour moi-même. » Raphaël l'étudia une seconde de plus, puis l'attira et l'embrassa. Le premier baiser n'était pas doux. Il était féroce et désespéré, et teinté de blessures qui n'avaient pas guéri. Comme deux personnes qui se noient, s'accrochant l'une à l'autre en pleine mer. Mais c'était ce dont ils avaient besoin. Pas la perfection, juste la vérité. 2 semaines après cette nuit-là furent le moment le plus paisible de la vie de Sarah. Elle n'avait plus à se cacher, plus à porter de masque. Elle était avec Raphaël, non pas comme une servante ou une pièce d'échec, mais comme une égale. Ils ne parlaient pas beaucoup de sentiments et n'échangeaient pas de doux mots d'amour parce que ce n'était pas leur manière. Mais il y avait des nuits où Raphaël la serrait dans ses bras et la tenait fort comme si elle était la seule chose réelle dans son monde. Il y avait des matins où elle se réveillait pour le trouver assis là à la regarder dormir. Le gris orage dans ses yeux s'adoucissait d'une manière qui la surprenait toujours. Tommy se remettait bien au centre de réadaptation. Gianna avait été transférée à la clinique Mayo pour préparer son opération cardiaque. Tout allait dans la bonne direction. Puis la tempête frappa. L'appel arriva à 3 heures du matin. Raphaël se leva d'un bond du lit et répondit, et Sarah vit son visage se figer comme si quelqu'un avait versé du ciment dans ses veines. « Répète ça, » dit Raphaël, sa voix comme du gravier écrasé sous des roues. Sarah s'assit et regarda. Elle n'avait jamais vu Raphaël avoir peur, mais cette nuit, elle le vit. 10 minutes plus tard, elle sut ce qui s'était passé. L'évêque O'Brien, les boss de la mafia irlandaise et l'ennemi juré de la famille Santino avaient envoyé des hommes à la clinique Mayo et enlevé Gianna juste avant son opération. L'équipe de sécurité de Raphaël avait été neutralisée. 2 étaient morts, 3 gravement blessés. Gianna avait disparu sans laisser de traces. Raphaël se tenait au milieu de son bureau, le téléphone toujours à la main, son corps tremblant d'une fureur contenue. Sarah ne l'avait jamais vu comme ça. Il était toujours l'incarnation du contrôle et du pouvoir absolu. Mais maintenant, il n'était qu'un frère mourant de l'intérieur de peur pour sa sœur. 1 heure plus tard, le téléphone de Raphaël sonna à nouveau. Cette fois, c'était O'Brien. Sarah se tenait à ses côtés alors qu'il mettait l'appel sur haut-parleur et l'épaisse voix irlandaise remplit la pièce comme du poison. Santino O'Brien rit. « J'ai ta sœur, jolie petite chose. Elle pleure et appelle ton nom sans arrêt. » Raphaël ne dit rien, ses mains serrées en poing, les jointures blanches. « Tu sais ce que je veux, » O'Brien continua. « Tout l'Empire, les routes maritimes,
les listes de clients, les codes de compte, tout. En échange, tu récupères ta sœur en un seul morceau. Sinon, il fit une pause pour l'effet. Je t'enverrai des morceaux d'elle par la poste, commençant par un doigt, puis une oreille, puis assez. Raphaël le coupa, sa voix glaciale, mais Sarah pouvait voir ses mains trembler. Il était terrifié. Terrifié au point qu'il pouvait à peine le cacher. J'ai besoin de temps pour préparer les documents. Vous avez 4 heures, O'Brien dit. Après ça, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. L'appel se termina. Raphaël resta là comme une statue de pierre, fixant le vide. Il se rendrait. Sarah le savait. Pour Gianna, il abandonnerait tout, l'empire, le pouvoir, même sa vie. Non, Sarah dit, brisant le silence. Vous ne pouvez pas vous rendre. O'Brien vous tuera, vous et Gianna, une fois qu'il aura ce qu'il veut. Vous le savez. Raphaël se tourna vers elle, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil et la tension. Avez-vous une autre solution? Parce que je n'en vois pas. Je n'ai pas dormi. O'Brien a une base dont je ne connais pas l'emplacement. Si je frappe aveuglément, Gianna meurt. Sarah prit une profonde inspiration. Elle savait que ce qu'elle allait dire rendrait Raphaël furieux. Mais c'était la seule façon. Laissez-moi être l'appât, dit-elle. Raphaël se figea. Quoi? O'Brien me connaît, Sarah expliqua, forçant sa voix à rester calme. Il sait que je suis à vous. Si je me laisse prendre, il m'emmènera au même endroit que Gianna et je trouverai un moyen de vous signaler l'emplacement. Non, Raphaël dit immédiatement, sa voix tranchante comme une lame. Ça n'arrivera pas. C'est la seule façon, je dis. Non. Raphaël s'approcha